Bonjour à toutes et tous qui êtes en train de vous connecter. Merci. On est très content de vous accueillir là sur ce deuxième webinaire consacré à la décarbonation des bâtiments et des fiches PEP. Alors pour la forme, 3 petites icônes ici en bas à droite de l'écran pour vous indiquer que ce webinaire est enregistré, qu'on va s'accorder 45 minutes de présentation respectives, et puis pour pouvoir consacrer ensuite 15 minutes de réponses aux questions et commentaires, que même chose, vous pouvez déposer ici à droite. Sachez que toutes les questions vont être considérées, toutes les réponses seront consultables avec le lien que l'on vous enverra dans quelques jours et avec lequel vous disposerez du replay et donc des réponses à vos questions ou de vos commentaires. Je suis Édouard Vidoudez, je suis chef de marché tertiaire chez Francaire et je pense comme vous, depuis le 1er janvier 2025, j'ai assisté à cette étape décisive de la RE 2020, notamment avec le renforcement des seuils carbone. Cette évolution réglementaire, elle impacte directement la conception des bâtiments neufs et donc le choix des équipements techniques, parmi lesquels des équipements que l'on affectionne particulièrement chez Francaire, les systèmes de ventilation, particulièrement concernés par ces nouvelles exigences. Donc, dans ce contexte, plus que jamais, les fiches PEP deviennent un outil stratégique pour optimiser le bilan de vos projets. C'est bien l'objet de ce webinaire par lequel on souhaite véritablement partager avec vous des éléments, différents leviers qui sont à votre disposition pour respecter ces exigences de la RE 2020. Pour animer ce temps d'échange, Valentine Christophe, notre ingénieur R&D chez Francaire, va revenir un peu plus sur ce contexte réglementaire. Monsieur Lemaire, le chef de projet chez Pouget Consultant, vous nous présenterez la modélisation d'un cas concret. Et vous, monsieur Bertrand, chef de service éco-conception chez Vinci Construction France, vous partagerez un retour d'expérience et quelques bonnes pratiques. Quelques mots sur Francaire, qui est un acteur connu et reconnu comme spécialiste de la QAI, du confort et de la performance énergétique des bâtiments, et proposant ainsi une solution globale pour un bâtiment décarboné, sobre et sain. Alors notre histoire a plus de 110 ans. On est une des filiales françaises du groupe Hervance Group, avec 400 collaborateurs et 135 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le dernier exercice. On a un modèle hybride de fabricants dans nos usines françaises, ou d'animation d'un réseau européen de fournisseurs partenaires qui industrialisent finalement les produits que nous concevons. Notre maillage logistique, il s'appuie sur 15 comptoirs, 15 points de vente en région, et notre proximité client sur 19 agences et bureaux à travers tout le territoire. Voilà pour Francaire. Alors, puisqu'on en est aux présentations, Monsieur le maire, avant votre intervention d'ici quelques minutes, vous avez quelques éléments pour nous rappeler qui est Pouget Consultant et comment vous accompagnez vos clients à chaque niveau de la filière. Oui, merci Édouard. Donc nous, Pouget Consultant, on est une société d'ingénierie et de conseil. On a été créé en 1982 par André Pouget. Depuis, on a pas mal grossi, on est 120 personnes et maintenant on est principalement à Paris, Nantes, Rennes. Et on commence à s'implémenter dans le sud, à Marseille et Montpellier notamment. Sur nos compétences, on travaille à la fois en construction et en rénovation, à la fois sur des projets tertiaires et résidentiels. Notre
clients, c'est beaucoup du secteur public et du secteur privé. Donc voilà pour la présentation de Pouget dans les grandes lignes. Et maintenant, je vais laisser la parole à Valentine qui va rentrer dans le vif du sujet de la RE 2020. Merci. Merci à Thomas pour cette introduction. Et donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, on va commencer par un rapide rappel sur la RE 2020, donc, qui fait suite à l'ERT 2012, donc réglementation thermique, qui est devenue réglementation environnementale, donc avec la volonté principale d'intégrer un volet carbone et confort des utilisateurs. Donc, les objectifs principaux, on peut les voir ici, c'était donc la réduction de l'impact carbone des bâtiments, en recourant donc à des modes de construction peu émissifs et un volet sur la sobriété énergétique avec tout ce qui est efficacité énergétique. Et le dernier volet, donc, dans le contexte du réchauffement climatique, de permettre de pouvoir assurer à long terme un confort et aussi une bonne QAI pour les occupants des bâtiments. Donc, quels sont les bâtiments qui sont soumis à la réglementation? Donc, à l'heure actuelle, donc, ça ne concerne que les bâtiments neufs et donc les typologies suivantes, donc les logements collectifs, bureaux et enseignement. Et donc, il y a les nouvelles typologies de bâtiments donc, qui sont listées sur cette slide, qui sont prévues donc, de rentrer dans la RE 2020. Donc, on avait d'abord comme date le 1er janvier 2026, mais la date n'est pas encore fixée et il est probable que ça arrive un peu plus tard en 2026. Donc, concrètement, quelles sont donc les exigences de la RE 2020 qui nous permettent d'atteindre les objectifs qui ont été cités précédemment? Donc, il y a 6 seuils qui sont définis par 6 indicateurs qui sont définis par la réglementation, qui sont dans 3 thématiques que vous pouvez voir ici. Donc, d'abord, tout ce qui est performance énergétique, avec le BBO, les CEP et le CEPNR, donc, qui est un nouvel indicateur qui a été introduit par la RE 2020 et qui, eux, ont des seuils fixes. Et ensuite, on a donc le volet carbone, donc avec les 2 indicateurs qui nous intéressent dans ce webinaire, donc l'IC construction, l'impact carbone construction, et l'impact carbone énergie, qui, eux, sont mesurés donc, par des ACV bâtiments et qui ont la particularité d'avoir des seuils évolutifs, c'est-à-dire qu'on avait un premier seuil en 2022 et par palier de 3 ans, donc 2025, 2028 et 2031, les seuils vont petit à petit diminuer. Et donc, la dernière thématique, c'est donc le confort d'été des occupants qu'on mesure avec le DH. Et donc, voilà, pour illustrer la volonté progressive de diminution de l'impact carbone de la construction, vous avez ici les valeurs dans le cadre de l'IC, donc construction, qui sont mises en place par la RE 2020, donc par palier de 3 ans. Ce qui est aussi important de noter, c'est que ces seuils seront modulés et calculés par projet, donc en utilisant différents coefficients qui prennent notamment en compte la surface totale du bâtiment, l'utilisation de données par défaut et la localisation géographique. Donc la réalité peut se situer en dessous de ces valeurs. Merci Valentine pour cette synthèse. On a eu cet été le premier rapport de la mission Rafton qui est à l'initiative du gouvernement. Est-ce que tu peux nous partager ces premiers résultats 3 ans après l'entrée en vigueur de la réglementation? Alors effectivement, en fait, la RE 2020 étant une réglementation donc, qui est sur du long terme avec des paliers de décroissance progressifs, le gouvernement il organise des retours d'expérience tout le long de l'application pour vérifier la viabilité de la trajectoire. Il y a déjà eu, par exemple, un décret RETEX fin 2024, début 2025, pour pouvoir ajuster déjà la réglementation. Donc, 3 ans après l'entrée en vigueur de la RE 2020, le gouvernement il a souhaité lancer une mission d'évaluation et d'observation de la réglementation, notamment pour voir ce qui allait se passer sur les jalons, prochains jalons 2028 et 2031. Et le but, c'était donc de mesurer la viabilité de la trajectoire en termes de coûts de construction, production de logements et de qualité du bâti, sans freiner l'accès au logement et aussi de voir quels verrous techniques et économiques subsistent encore en 2025 et pourraient apparaître dans les années qui suivent. Donc, les principaux constats donc, dans le rapport qui a été rendu par Robin Rivaton le 10 juillet 2025, d'abord, si on parle des impacts
il est estimé sur les coûts d'investissement à plus 11% sur la période 2022-2031, donc d'application de la RE 2020. Et donc, il y aura aussi un impact sur la production des logements, avec un déficit potentiel entre 118 000 et 342 000 logements non construits. Et pour l'impact des gaz à effet de serre, donc ce qui est prévu, c'est une économie carbone de 7,9 millions de tonnes à horizon 2031, ce qui représenterait 1,2% de l'impact carbone de la France. Ensuite, pour ce qui est des forces et faiblesses identifiées, d'abord, si on parle des forces, c'est donc que les filières de production de composants, de matériaux, équipements ont vraiment pris en compte le sujet, ce qui a permis une accélération de l'innovation industrielle pour pouvoir avoir des produits qui seraient plus éco-responsables avec un impact carbone diminué, et aussi tout ce qui sera en montée en gamme des produits, donc aussi une montée de la production de déclarations environnementales, donc FDES et PEP, ainsi que donc l'effort graduel d'adaptation sur tous les 3 ans qui permet de lisser l'effort sur la période d'application. Pour ce qui est des faiblesses, il manque encore des données pour réaliser des ACV bâtiments qui soient complètes et ajustées avec la réalité. Et il y a aussi un désalignement d'intérêt qui peut exister, c'est-à-dire que pour atteindre les seuils RE 2020, on pourra sacrifier la qualité d'usage du bâti et aussi une stratégie d'adaptation insuffisante, notamment face aux vagues de chaleur, donc plutôt sur le côté confort d'été. Et donc, pour les propositions principales qui ont été faites à la suite de ce rapport, c'était de recalculer le point de départ de 2022 et les valeurs par défaut, donc de ne pas changer la trajectoire en termes de diminution par pourcent, mais bien de recalculer le point de départ, d'autoriser la substitution produit et aussi donc d'investir dans la diffusion du savoir pour permettre d'avoir des calculs plus détaillés, de créer un impact carbone global, donc un IC qui regrouperait à la fois l'énergie et la construction. Et donc, comme dit précédemment, la révision du confort d'été. Suite donc à ce rapport, il y a une ouverture d'une phase d'ajustement et de concertation avec un décret qui sera attendu fin 2025. Donc, cette mission Rivatoire, elle nous a permis de faire un bilan des premières années d'application, mais aussi de regarder vers le futur pour voir quelles évolutions sont nécessaires pour atteindre les objectifs qui sont fixés par ce planning de décroissance. Et donc, Jérôme va pouvoir nous expliquer un peu plus concrètement ce que ça veut dire. Merci Valentine. Donc oui, dans un premier temps, on va partir du macro pour aller vers le micro, et puis un exemple qui va vous être présenté tout à l'heure par Thomas. Ce que je voulais illustrer ici, c'est qu'en fait, cette stratégie globale, même si elle est revue, notamment avec la mise en exergue du rapport de Romain Rivaton, cette stratégie globale, en fait, elle est connue depuis 2020 et elle est alignée avec la stratégie nationale bas carbone. Ce qu'on a illustré ici, c'est en fait ce que vous voyez à gauche, c'est en bleu le seuil IC construction sur un bâtiment de bureau de plus de 2500 m². Les chiffres qui sont présentés un petit peu avant sont ceux de la première ligne en haut à droite, et c'est ce que j'appelle moi les chiffres du rapport de presse, puisqu'en fait ces valeurs-là sont modulées. Et donc en fait, le rapport de modulation sur un bâtiment de bureau moyen, qu'on construit un peu tous les jours, fait qu'en fait avec les efforts de modulation, on n'est pas avec un seuil qui oscille de 1 tonne en 2022 pour aller à 700 kg, on est plutôt de 860 à 573. Et pour ce qui nous amène aujourd'hui en termes de discussion, si vous ne devez retenir qu'un seul point, c'est que ce qui est intéressant à illustrer, c'est la manière dont on a en héritage, à l'époque de plus c'est moins, et aujourd'hui encore côté RE 2020, la manière qu'on a de compter les lots techniques. Et ces lots techniques-là sont représentés dans l'histogramme à gauche par la barre orange qui reste désespérément fixe à 330 kg du mètre carré. Ces lots techniques-là reprennent le lot CBC, HVAC, et puis les lots courant fort, courant faible, on s'intéresse bien au bâtiment de bureau. Juste, on fait un petit focus en arrière. Le rapport Rivaton, en fait, était vraiment missionné pour la partie logement, mais en fait, il donne aussi des préconisations pour l'ensemble de l'écosystème. Donc, il est aussi intéressant d'en avoir une lecture qui soit plus large que l'aspect uniquement logement. C'est-à-dire que finalement, ça s'applique un peu à tout. Le deuxième point, c'est qu'en fait, quand je vous parlais de 2020, c'est qu'en 2020, cet effort de décroissance a été largement illustré dans
le rapport ministériel dans l'étude d'impact sur le fait d'avoir une approche en 3 tiers. Avec 1 tiers de réduction sur la partie structure, donc avec un appel qui était fait au béton bas carbone et à l'incorporation de biosourcés. 1 tiers des efforts qui étaient appelés à l'époque efforts second œuvre, qui touchaient à la fois au clos couvert et puis au parachèvement intérieur, et puis 1 tiers d'efforts qui étaient liés à justement ce qu'on a surligné à droite en orange et qu'on voit dans l'histogramme en orange. Ce qu'on peut noter aujourd'hui, c'est qu'en fait, on arrive avec le seuil 2025 à un gros palier, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus capable, à ISOCOût, d'aller trouver des continuités d'efforts sur les 2 premiers piliers qui étaient demandés, structure et parachèvement. Et à l'inverse, on a un 3e pilier qui, lui, reste désespérément fixe tant qu'on n'est pas capable de le compter en détail. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a ce webinaire, parce que ce que vous devez vraiment retenir, c'est que tant qu'on n'est pas capable de trouver des solutions et de pouvoir compter sur ces lots HVAC et courant fort, courant faible, on est sur des efforts de transfert. Ça veut dire que d'un point de vue global, une entreprise générale comme la mienne ou un client comme tous les vôtres sont obligés aujourd'hui de devoir reporter sur le reste de la barre bleue les efforts qui ne sont pas capables d'être faits parce qu'on n'est pas capable de détailler sur la barre orange. Donc, c'est vraiment cet effort de transfert qui nous emmène aujourd'hui à trouver rapidement des solutions pour nos clients et à pouvoir utiliser ces PEP dans le cadre de nos projets. Et donc, ce qui nous amène à l'exemple que va vous détailler Thomas, mais en premier lieu, en fait, ce que vous devez vraiment retenir, c'est qu'aujourd'hui, des solutions dites bas carbone, il y en a plein sur le marché. La difficulté qu'on a, elle est double. La première, c'est qu'il faut qu'on arrive à choisir la bonne équation coût-carbone parce que les budgets de nos clients, ça ne vous a pas totalement échappé, ne sont pas extensibles. Et la deuxième, c'est que le carbone et le prix, ça ne fait pas tout. C'est qu'on est aussi forcément intéressé par aller mettre en place des solutions qui aient une adaptabilité technique et une adaptabilité d'usage. Le carbone ne doit pas non plus nous amener à aller faire des choix qui soient complètement déraisonnables. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt l'utilisation des PEP qui ont été produits par les fabricants, chose qu'on ne voit pas assez aujourd'hui dans le cadre de nos projets, et la continuité, la mise en avant d'une dynamique à laquelle on espère contribuer à travers ce webinaire, pour qu'on puisse avoir une mise en avant des solutions sur lesquelles on aimerait bien avoir des PEP, mais aussi, à l'inverse, avoir bien une mise en avant des gens qui ont fait l'effort de produire des PEP à travers leur intégration dans la conception et notamment dans l'intégration des calculs ACV le plus tôt possible sur le projet. On y reviendra un petit peu après. Donc maintenant, je laisse la parole à Thomas pour continuer de rentrer dans le concret et pour pouvoir présenter un cas d'application de cette stratégie. Merci Jérôme. Donc effectivement, le cas d'application, c'est un bureau en R+5, environ 2000 m². Donc avec des prestations assez standards. Là, on voit une façade assez vitrée. On était en chauffage, climatisation en pack double service avec ventilation simple et double flux et des ventiloconvecteurs gainables pour le chauffage. Donc si on regarde, donc là on va partir du lot 8, donc du lot CVC, puis après on va ensuite élargir à l'ensemble du bâtiment et puis voir l'équation coût-carbone des autres lots en comparaison du lot 8. Donc là, ici, le calcul sur le lot 8, si on fait le calcul de manière un peu standard, avec des forfaits, donc les valeurs forfaitaires sur les lots 8.4 et 8.5, on arrive à 135. C'est la colonne de gauche sur le graphique. Donc par rapport à ce qu'a montré Jérôme, il avait un lot 8 à 200 kg dans son tableau. Donc là, la différence, elle s'explique surtout par le lot 8.1, où là, on a utilisé des fiches PEP, on a fait une saisie détaillée, ce qui n'est pas le cas quand on fait une saisie forfaitaire, qui peut être assez régulière en tertiaire. Donc déjà, on avait un petit peu optimisé ce lot 8 avec des fiches PEP, et là, l'objectif, c'était de l'optimiser encore plus sur les lots qui concernent Francaire, donc lot 8.4, traitement de l'air et éléments des enfusages, et 8.5, réseau et conduit. Et donc, on voit qu'en optimisant ces deux lots, donc le gris 8.4, on peut passer de 50 à 24
donc en allant chercher des PEP de Francaire, par exemple le PowerPlay, des diffuseurs, le Sirius, le Défumère. Et on voit qu'on divise par 2 ce lot 8.4. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, sur le lot 8.5 en jaune, on passe de 30 à 45 en faisant une saisie détaillée. Donc là, c'est un peu dommage, mais c'est parce qu'en fait, il manque encore pas mal de fiches PEP par les autres produits, réseau et conduits. Là, on voit qu'il y a encore des dead, c'est le tableau tout en haut, sur les tubes en acier noir, les calorifuges, les conduits rectangulaires, les atténuateurs de bruit. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en faisant une saisie détaillée sur 8.5, on n'arrive pas à descendre en dessous du forfait. Donc, ce qui veut aussi dire que le forfait a été pas très bien calé et a été calé de manière trop basse. Donc ensuite, sur chaque projet, il faut jongler entre est-ce qu'on fait une saisie forfaitaire ou est-ce qu'on fait une saisie détaillée. Donc c'est ce qu'on a représenté ici sur ce graphique. Les 2 premières colonnes, c'était les 2 premières colonnes de la slide d'avant, donc avec un lot 8 à 135, puis à 124, en faisant une saisie détaillée. Et si on optimise le calcul, donc on mélange une saisie détaillée sur le 8.4 avec les PEP de Francaire, et on garde le forfait sur le 8.5, on arrive à gagner 26 kg de CO2 par mètre carré. Donc ça, c'est sur le lot 8, on gagne 26 kg. Et après, ce qui va être intéressant, c'est de prendre un peu de hauteur et de se dire, OK, mais sur un bâtiment, est-ce que c'est beaucoup ou pas 26 kg? Donc là, le bâtiment de base, on était à 820 kg de CO2 par mètre carré. Donc on était entre le seuil 2022 qui est en vert et le seuil 2025 qui est en orange. Donc là, en gagnant 26 kg, on se rapproche du seuil 2025, et là, ça représente à peu près 40% du chemin à réaliser. Donc il nous reste quelques kilos de CO2 à aller chercher pour atteindre ce seuil 2025. Mais bon, déjà, avec ces PEP de Francaire, ça fait déjà 26 kg gagnés sans surcoût, parce que c'est juste de l'optimisation de calcul. Donc, l'avantage ici, c'est que ça ne présente pas de surcoût. Et si on le met en parallèle avec d'autres optimisations, donc là, c'est plutôt des optimisations sur le lot structure, gros œuvre ou le second œuvre. On a fait un petit tableau ici. Donc, tout en bas, on a, quand on fait la saisie détaillée avec Francaire, on gagne 26 kg. Donc ça, on a estimé qu'il n'y avait pas de surcoût. Et après, on a pas mal d'optimisations sur la structure en béton, en passant en ossature bois, changer le fluide frigorigène des pompes à chaleur, passer en façade ossature bois à la place de la façade rideau, mettre du béton bas carbone ou des faux planchers en réemploi. Donc ça, c'est pas mal d'optimisations qui présentent des surcoûts. Donc l'ordre de grandeur, c'est 0,2 à 2 euros par kilo de CO2 et par mètre carré. Donc pas négligeable à l'ensemble d'un projet. À mettre en parallèle avec ce lot 8 qu'on peut optimiser de manière un petit peu plus complexe. C'est ce que va présenter Jérôme après. Mais à notre sens, ça n'implique pas de surcoût. Donc on travaille de plus en plus sur ce lot 8, nous, sur nos projets. Donc là, c'est une très belle illustration des effets de transfert que vous avez ici, sur lesquels, en fait, soit on arrive à détailler les 26 kg sans surcoût, soit, en fait, les maîtrises d'ouvrage sont obligées d'aller faire autre chose. Et vous imaginez bien qu'il y a des effets induits en plus au fait d'aller passer d'une structure béton à une structure CLT, notamment sur le fait d'aller sprinkler les éléments. Et donc, les éléments de sprinklage viennent se rajouter en plus aux éléments carbone. Donc, il y a les effets induits qui sont là-dedans. Donc, c'est vraiment le fait de dire qu'avant, c'était quelque chose qui était pénible à faire, de détailler les lots techniques. Et il faut le dire, il y a 5 ans, assez impossible, puisqu'on n'avait pas suffisamment de PEP. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste pénible à faire en termes de gestion de la donnée et qui est stratégique dans l'approche de conception des bâtiments, puisqu'en fait, vous voyez bien que les effets de transfert et que les effets induits de conception qui sont portés par ces éléments-là ont vraiment un impact extrêmement significatif
au fur et à mesure que le seuil va en décroissance. Donc c'est cette conception sous contrainte aujourd'hui dans laquelle on veut freiner le plus tard possible cette entrée-là de cette conception sous contrainte pour nos maîtrises d'ouvrage, parce que la réalité, c'est que nos maîtrises d'ouvrage, eux, n'ont pas non plus suivi en termes de conception et de budget l'équation qui était donnée par la DHUP, donc par l'administration en 2020, sur les 3 schémas d'efforts qu'il fallait arriver à apporter. Donc celui-là, c'est urgent qu'on arrive à l'offrir à nos maîtrises d'ouvrage, puisqu'en fait aujourd'hui, leur budget ne leur permet pas forcément. Si on prend un petit peu de hauteur, ce que je vous présente là, c'était un travail qu'on a fait en 2023 pour établir la ligne stratégique qu'on avait pour suivre les chiffres de décroissance de la RE 2020 et donc sur les actions prioritaires et stratégiques qu'on devait avoir en interne pour garantir à nos clients des projets qui soient optimisés, qui leur permettent de tenir. Vous retrouvez les 3 tiers sans aucune surprise, c'est-à-dire qu'en fait la partie technique suivait bien la partie stratégique de l'administration en 2020 et donc on a développé en interne nous, des compétences croisées sur la mixité des matériaux, alors principalement sur le bois, aussi sur la charpente métallique, avec des sujets d'acceptabilité aujourd'hui qui ont clairement une bonne image, mais qui amènent notamment sur les débats qui sont malheureusement encore toujours d'actualité sur la stratégie incendie des sujets. Et donc, on a établi en 2023 en fait les niveaux de douleur multiparamétriques qu'il peut y avoir sur ces approches-là. Alors évidemment, c'est toujours variable suivant qu'on parle de logement, qu'on parle de bureau, suivant les typologies. On n'est pas du tout dans des IGH, par exemple, là-dedans. Sur le parachèvement, en fait, on a estimé à l'époque qu'on était certainement à peu près pas trop loin du niveau taquet, de ce qu'on était capable de faire à partir des FDES disponibles. Je ne rentre pas dans le détail, mais en plus, on a une évolution réglementaire en ce moment sur la nature des fiches qui ne va pas forcément dans le bon sens. Et en tout cas, l'action numéro 1 qui nous semblait aujourd'hui être la plus efficace pour proposer à nos clients des gains qui soient significatifs, c'est le réemploi. Donc, c'est des choses sur lesquelles stratégiquement, on est hyper impliqué dessus avec une démarche que je vous invite à regarder qui s'appelle Back-in. Cette démarche-là, d'ailleurs, touche aussi au lot technique parce qu'elle est avec nos amis de Vinci Énergie. Et sur les lots techniques, justement, c'est ce que j'indique là-dedans, c'est que l'action numéro 1 en 2023, c'était d'arriver à les compter. Il faut constater à l'été 2025 qui est passé qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore à ce rendez-vous-là. Et également de pouvoir mettre du réemploi. Thomas l'expliquait bien tout à l'heure. On sait qu'on a un énorme problème en 8.5 sur les tubes acier noir et sur les gaines métalliques. On n'arrive absolument pas à faire bouger les fournisseurs là-dessus. Donc en fait, on pense que soit on modifie les conceptions, par exemple en passant avec des gaines un type climat vert, soit on passe avec du réemploi, mais parce qu'en fait aujourd'hui on a des vrais effets de seuil et qu'il faut qu'on arrive à les franchir. Donc j'insiste sur le fait en dernière ligne de dire que ce n'est pas neutre, qu'il y a vraiment des effets induits qu'il faut vraiment arriver à mesurer. Donc ça rend des choses non faciles, mais vraiment vous voyez bien en termes d'effort que juste compter les lots techniques, c'est quand même pas intuitivement à la même hauteur de difficulté que de travailler sur la mixité des matériaux et de travailler sur le réemploi. Donc c'est pour ça qu'on a continué à aller réellement appuyer sur le fait de pouvoir compter sur des fournisseurs qui ont produit des PEP, ce qui est le cas, il en manquera toujours, mais ce qui est le cas, mais sur le fait que ces PEP soient utilisés dans la comptabilité des projets. Je vous donne quelque chose aussi, ça c'est de la pratique interne. La difficulté là-dedans, ce n'est pas tellement de compter avec une analyse de cycle de vie, c'est qu'en fait, le mantra général autour d'une analyse de cycle de vie, c'est qu'on le fait quand on le sait. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut que ce soit précis, il faut que ce soit détaillé, et donc du coup, c'est infiniment trop tard pour arriver à prendre des éléments de bonne décision. Et si vous regardez sur la deuxième bulle, ce qu'on a indiqué, c'est qu'en fait, on fait une répartition des valeurs cibles selon les lots, et qu'en fait, ça veut dire, dit autrement, qu'on accepte de ne pas savoir, et que basé sur des retours d'expérience qu'on a pu agréger, on invente de la valeur, on invente de la donnée pour orienter les choix de conception en étant éclairé sur les conséquences de ces choix de conception d'un point de vue carbone. Si on attend de savoir, c'est trop long, c'est trop pénible de compter, vous savez très bien ce que ça coûte de faire une ACV. Donc nous, on a pris le parti inverse, c'est de capitaliser sur ce qu'on savait et d'aller chercher en quoi ce projet pouvait être une exception. Et en quoi ça peut être une exception, ça peut aussi être une exception en termes de variation de conception. Et donc, ça nous amène sur la troisième bulle, qui est le fait de dire qu'en fait, on nous amène sur des choix pivots. Alors, les choix pivots en structure et façade, ceux-là, ils arrivent très vite.
Ils arrivent très très vite parce que c'est l'image du projet, c'est le permis de construire. Et vous avez bien compris à travers les effets de transfert qu'en 2022, on était assez tranquille pour faire ces choses-là. C'était vraiment indépendant du choix qu'on avait sur les lots techniques. Vous avez aussi compris, et l'exemple de Thomas était très parlant, sur le fait qu'on voit bien qu'aller trouver les 26 kilos, et je vous jure que 26 kilos, c'est extrêmement significatif en ce moment à l'échelle des projets. Ce n'est pas la valeur absolue en fait, qui compte, c'est la capacité de variation du projet pour arriver à trouver 26 kilos. Ben, ces 26 kilos-là, aujourd'hui, la capacité à les avoir ou à ne pas les avoir gagnés sur les lots techniques nous amène inévitablement à aller impacter tout de suite les choix pivots en structure et en façade. J'insiste, c'est au moment du dépôt du PC. Ça veut dire que la capacité à déterminer si oui ou non on va pouvoir gagner sur les lots techniques impacte dès le dépôt du PC la tête que va avoir votre bâtiment et l'équation coût-carbone qui va pouvoir en résulter. Donc ça, c'est des choses qu'on avait écrites en 2020-2021 avec la stratégie en E+, C- et en RE 2020, et c'est des choses qui deviennent d'autant plus structurantes aujourd'hui face à cette dynamique qui nous amène à devoir compter beaucoup trop tard et compter en attendant de manière forfaitaire et sécuritaire avec des valeurs enveloppes. Et ça nous amène systématiquement à aller faire des choix sur lesquels nous, aujourd'hui, on pense, et Thomas l'illustrait bien tout à l'heure, que ces choix-là, aujourd'hui, ne sont pas les bons pour nos clients parce qu'en fait, on a de la réserve, virgule, gratuite ou pas chère. On est prêt à investir là-dedans parce que vous avez bien vu les effets de transfert et que dans l'équation coût-carbone, bon, si c'est gratuit, évidemment, tout le monde est content de le prendre, mais même si ça coûte un peu plus, aujourd'hui, c'est plus très grave parce que les effets de transfert sont beaucoup plus importants que ça en termes de temps. Je vous illustre ça avec ce que j'ai appelé un contre-exemple applicatif, puisque en fait, on est ici sur un projet à Bordeaux qui est en fait un macro-lot sur lequel nous, on a réalisé le gros œuvre. Et en fait, on a participé sur ce projet, donc c'est la Tour Silva, qui n'est pas très très loin de la gare Saint-Jean, pour les gens qui sont dans le coin. Alors les gens vraiment du coin nous diront que ce n'est pas à côté de la gare Saint-Jean, mais vu de loin, ça passe. Très bel ouvrage dans lequel, en fait, vous voyez qu'on va jusqu'à travailler en termes de structure, encore une fois, dans un écosystème global sur lequel on ne regarde pas que le carbone. Mais en fait, on a fait ce qu'on appelle un socle avec le rez-de-chaussée jusqu'au R+4 qui était en béton et le reste au-dessus en optimisation qui a été fait en structure mixte bois-béton. Et initialement, en fait, la totalité de la structure était en CLT, donc en bois, pour faire simple. Et en fait, en optimisation, en travaillant sur le béton et sur le bois, en fait, l'approche générale a été optimisée et meilleure en termes de carbone de ce point de vue-là. J'ai pris cet exemple-là parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle des lots techniques, mais c'est juste pour vous dire aussi que quand bien même dans un macro-lot dans lequel vous pourriez toucher à cet aspect-là, l'impact qu'on a pu avoir sur ce projet-là a été assez significatif puisqu'en fait, on a réussi à réduire la part de l'empreinte carbone en ACV sur le macro-lot structure et couvert pour laisser de la liberté derrière sur les lots techniques parce qu'on n'avait pas cette capacité. À l'inverse, en fait, on aurait peut-être pu faire un bâtiment qui serait RE 2028 ou RE 2031 si on avait aussi la capacité de jouer sur les lots techniques et qu'on avait derrière continué à travailler sur la partie de la structure. Donc, on avait encore de la réserve sur la partie structure. Évidemment, ce n'était pas gratuit. Mais en fait, on a été obligé de taper dans cette réserve du lot structure parce qu'on n'avait pas la réserve au global côté client sur les lots techniques. Donc, c'est pour vous dire aussi que cette approche lot technique, vous voyez bien les efforts et les transferts qu'il peut y avoir. Et donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, et je voudrais terminer par ça avant de repasser la parole à Thomas, mais c'est que cet enjeu-là devient vraiment extrêmement stratégique à l'échelle des projets. C'est plus quelque chose qu'on fait qui est un pain point et sur lequel on a du mal à aller le faire. On a toujours autant de mal à aller le faire, mais c'est quelque chose qui devient stratégique. Et donc, on passe de quelque chose qui est une douleur qu'on n'a pas envie de faire à quelque chose qui redevient un point de compétitivité aussi côté bureau d'études et évidemment côté fournisseurs qui mettent à disposition des PEP parce que c'est ces éléments-là qui permettent de faire des choix qui sont globaux et je vous incite très fortement à pouvoir essayer, valoriser, discuter avec les gens qui l'ont fait aussi pour à la fois intégrer techniquement la capacité à valoriser ces PEP très très tôt dans le projet et en déduire le discours commercial marketing, ce que vous voulez qu'il y ait bien derrière, pour expliquer que les efforts que vous avez faits là ont un impact en termes de coût et en termes d'impact de conception qui est 100 fois plus important que le pauvre investissement que vous aurez à faire au départ. Donc, je conçois parfaitement que c'est un investissement à faire au départ, mais il est vraiment conscience que plus les seuils vont aller en décroissance,
plus vous aurez des solutions avec des gens comme Francaire qui sont à disposition, et plus vous aurez un intérêt stratégique à aller capitaliser sur ces éléments, à aller faire les efforts au départ et à aller marketer votre approche vis-à-vis de vos clients. Thomas? Merci Jérôme. Quelques bonnes pratiques pour conclure, parce qu'on a vu qu'on peut gagner des kilos de CO2 en faisant un calcul du lot-8 détaillé, mais ce n'est pas si simple à mettre en pratique. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire le plus possible chez Pouget pour faire ces saisies détaillées, c'est de faire sur des projets où on a toutes les infos, CCTP, plan, DPGF. Donc, on le fait sur un maximum de projets, comme ça, après, on arrive à se constituer des ratios et on peut le faire plus facilement sur des projets qui démarrent en esquisse où on n'a quasiment aucune info. Deuxième point, c'est sur Ignies, il y a à peu près 9000 fiches sur Ignies, des PEP ou des FDES, mais il y a une mine d'or qui est un peu cachée, c'est les XML dans les dossiers zip. Donc il faut aller dans les documents de chaque fiche, télécharger le dossier zip, et puis ensuite se constituer une base de données plus précise. Donc là, par exemple, sur les conduits spiralés, on peut aller chercher les différents diamètres de ces conduits. Donc ça, il y a un travail aussi peut-être à faire côté INES, industriel, pour rendre plus accessible cette donnée. Parce que c'est vraiment une mine d'or sur nos projets pour optimiser les calculs. Et le dernier point, c'est des fois, on va se rendre compte que le lot forfaitaire est encore plus avantageux que la saisie détaillée. Donc c'est bien arbitré entre ces deux choix. Et du coup, Jérôme, je te laisse faire la dernière slide sur le déroulé d'un projet. Oui, j'ai juste voulu conclure sur cette image-là, qui est à la fois évidente, mais sur le principe, mais sur laquelle toute la difficulté est dans sa réalisation. Plus vous allez avoir de données, plus vous allez pouvoir faire des ACV, plus vous allez avoir une capacité à décider. Et Thomas l'a illustré aussi juste avant, c'est que la difficulté qu'on peut avoir notamment avec la structure des gens qui font des efforts en termes d'industriels, c'est que malheureusement, chez Ignies, ça se retrouve dans des fichiers zip qui sont planqués dans un coin. Néanmoins, vous avez des industriels qui connaissent parfaitement les produits, qui sont capables de faire de la prescription des produits, qui sont aussi capables de faire de la prescription technique, mais aussi de la prescription carbone, puisqu'ils maîtrisent leurs données. Donc, je conçois que ce n'est pas évident d'aller naviguer dans la base Ignies. Je conçois que ce ne soit pas évident d'attendre d'avoir un industriel, un poseur qui va vous donner des quantités. Néanmoins, les données, en fait, aujourd'hui, elles sont là où on est quand même une capacité à les capitaliser et du coup à remonter dans le temps le moment dans lequel vous allez pouvoir avoir suffisamment de données, et j'insiste, tant pis si elles ne sont pas fiables, pour pouvoir amener les gens à se projeter et à décider. Parce que plus le temps, et ça c'est la barre rouge en bas, plus le temps va passer et plus l'encre de tout le monde va sécher et plus la capacité à faire varier le projet va diminuer pour aller jusqu'à un point qui est relativement inexistant et en tout cas pas du tout à l'échelle des décisions qu'on a pu avoir et que je vous ai illustré tout à l'heure par rapport aux éléments du PC. La capacité à le faire varier, la barre en rouge en bas, celle-là, inévitablement, elle suivra tout le temps la même variation. La force qu'on doit avoir collectivement à travers les industriels qui produisent des PEP, mais aussi à travers vous, bureau d'études, qui avez une capacité à connaître la manière dont ça fonctionne côté lot technique, à aller faire des éléments de chiffrage, à les capitaliser sur vos données. L'enjeu aujourd'hui, c'est de décaler la barre bleue et de la tasser dans le temps pour faire que la capacité que vous aurez à projeter et à donner des éléments de choix et de décision, y compris, et ce n'est pas grave, j'insiste, à pouvoir proposer un Francaire ou équivalent, sauf qu'il n'y a pas d'équivalent, mais dès le début du projet, vous avez bien compris les effets de transfert que ça peut avoir. Et aujourd'hui, ce n'est absolument pas un problème. Alors, on pourra toujours discuter là-dessus sur les lots techniques et sur un marché public. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette capacité de projection et cette capacité de proposition, ça devient extrêmement stratégique pour vous et sur votre capacité, vous, à faire votre métier et voire même à vendre vos entreprises de bureaux d'études, sur votre capacité à pouvoir projeter ça suffisamment tôt et à donner à votre client les vraies clés, les vraies bonnes clés pour pouvoir faire des bons choix aujourd'hui et à pas alourdir la mule inutilement. Donc, la clé aujourd'hui, c'est les effets de transfert qu'il faut arriver à limiter, votre capacité à vous à pouvoir capitaliser sur vos données et à pouvoir utiliser les données de Francaire, notamment pour votre capacité à pouvoir
projeter et communiquer à vos maîtrises d'ouvrage les bons choix à faire au bon moment. Je vous remercie. Merci mille fois à vous trois. Eh bien, il nous reste, on est très bien dans le timing, il nous reste donc du temps pour répondre aux questions. Alors j'ai vu Jérôme et Thomas, vous avez pris de l'avance en répondant déjà à quelques questions. Thomas, il y en a une sur les fichiers XML si vous souhaitez répondre en direct. Et pour tous nos participants connectés, n'hésitez pas, c'est le moment d'échanger, de discuter comme nous invite ce type d'outils de webinar. Oui, je peux peut-être répondre, parce que j'ai répondu à Sylvain par message, mais je peux peut-être étayer un peu à l'oral. Donc, sur le COEF 2,3, 1,9 pour l'électricité. Oui, du CEP. Aujourd'hui, c'est acté que ce sera changé dans le DPE, mais en RE 2020, on ne sait pas du tout sûr. Donc, aux dernières nouvelles, par exemple, Thierry Mouche, qui est l'éditeur du logiciel Pereno, a dit que ça n'allait pas bouger. Il a mis ça sur LinkedIn. Donc, je ne suis pas sûr que ça va changer. Et puis, même si jamais ça devait changer, réduire les épaisseurs d'isolant, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière d'optimiser le IC construction. On va très peu gagner, je pense, en rognant sur les isolants. Voilà. Ensuite, la question de Flavien sur les XML. Donc, effectivement, ça, il y a pas mal d'industriels qui n'ont pas encore ce réflexe de fournir les fichiers XML et qui donnent des règles d'extrapolation avec des fichiers Excel que nous, on ne sait pas exploiter. Donc ça, en fait, il faut faire de la pédagogie à ces industriels. Il faut les appeler, leur expliquer que les XML, ça doit être... il faut fournir les XML et que nous, on ne peut pas utiliser les règles d'extrapolation avec leurs fichiers Excel. Donc ça, on le fait, nous, régulièrement, et après, des industriels sortent les XML. Je me permets juste de compléter, pour les gens qui sont des adhérents, les industriels qui sont des adhérents Uniclimat met à disposition un petit outil qui permet de faire ces éléments-là, alors pour autant que ce soit les moteurs de génération d'Uniclimat qui soient utilisés. Et après, oui, ça c'est aussi un héritage en fait de PEP qui n'arrête pas que l'aspect purement français. Je n'ai pas une critique vis-à-vis de PEP, mais en tout cas, je rejoins absolument Thomas dans la capacité à devoir faire de la pédagogie là-dessus. Nous aussi, on en fait chez Vinci Construction, ça fait depuis 2 ans. On a fait un tour des industriels et on recommence à refaire un tour des industriels avec des demandes qui sont un petit peu différentes. Flavien, je peux juste vous proposer de dénoncer, pas forcément publiquement, mais en tout cas vis-à-vis de mon mail que je vais mettre à l'instant dans le chat, mais de dénoncer cet industriel-là. Je suis évidemment taquin quand je dis dénoncer, mais vous avez bien compris que c'est un win-win-win pour nous. C'est parce que des industriels vont déclarer, et même si on sait que c'est pénible, ce format, mais n'empêche que c'est celui qui fonctionne aujourd'hui côté Aéroparman, donc faute de grille, on mange des merdes. Donc c'est un win-win-win parce qu'il faut des industriels qui déclarent des PEP, il faut des bureaux d'études qui les utilisent, et c'est comme ça que nos clients, à la fin, auront des bâtiments qui soient conformes à la réglementation, sans se saigner les poches. Donc, je suis taquin quand je dis ça, mais en fait, pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir aussi expliquer, réexpliquer, aider, on le fait. On l'a fait avec Uniclimat, par exemple, sur la partie purement informatique, mais de pouvoir aussi aider les industriels là-dedans, parce qu'encore une fois, soit on gagne tous, soit on perd tous. Merci. Contribution à nouveau de Sylvain, merci. Alors c'est peut-être pour toi, Valentine, là il ne s'agit pas de dénoncer, mais si tu peux être le porte-parole de Sylvain, et pas simplement, sur vis-à-vis d'Ignès, de ne pas changer le numéro de produit lors d'une mise à jour d'une fiche. Oui. Petite pierre à l'édifice. Effectivement, c'est des choses dont on a déjà discuté. Notamment parce que parfois on n'a pas la main dessus et on a beau rien faire, le numéro de fiche il change. Aussi quand c'est lié au XML, si jamais on rajoute des XML, le numéro de fiche change. Mais c'est quelque chose qui a déjà été remonté. Que le numéro ne bouge pas parce qu'effectivement, sinon il peut disparaître de certains projets comme ça. C'est remonté, mais c'est en cours.
Très bien. Une question de Thibaut Fargette. Est-ce que Thomas, Jérôme, vous souhaitez répondre? Quid de certains MOA en marché public qui refusent de citer ça a disparu, des références dans les différents CCTP? Ça, effectivement, ça peut être c'est un sujet. Du coup, nous, ce qu'on propose de faire, et c'est ce qu'a remonté notamment Robin Rivaton dans son rapport à la ministre, c'est de donner des équivalences CO2, fixer des objectifs. Par exemple, en thermique, on disait faut que la résistance thermique de l'isolant elle soit inférieure à 5. Là, en carbone, sur un revêtement de sol, on peut dire le revêtement de sol, il faut qu'il soit inférieur à 20 kg de CO2 par mètre carré. Nous, c'est ce qu'on propose de faire, ce qu'on essaye de faire, c'est ce qui nous paraît être la meilleure option. Et juste pour Thibaut, mais d'un point de vue juridique, effectivement, il y a des méthodes. C'est un vieux débat que celui du équivalent carbone, étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent carbone, c'est toujours soit un peu au-dessus, soit un peu en dessous, soit franchement au-dessus, soit franchement en dessous. À titre très personnel, mais je pense que c'est un peu un jeu de dupe aussi, parce que en fait, les maîtrises d'ouvrage qui ont fait faire un calcul d'ACV au départ, alors on sait qu'il peut y avoir des effets de temporalité sur lesquels l'ACV qui est remise dans un dossier de consultation d'entreprise et plus forcément celle qui correspond strictement au CCTP, mais au moins ça a le mérite de donner une base de discussion et de pouvoir permettre derrière aux entreprises qu'elles répondent en macro-lot, corps d'état séparé ou en entreprise générale, en tout cas d'avoir une base de départ et une base de discussion. Donc, moi, à titre personnel, ça ne me dérange pas tellement que ce ne soit pas mis dans le CCTP, dans la mesure où il y a une autre pièce contractuelle qui s'appelle l'ACV et qui donne la ligne directrice qu'a voulu le client et par l'intermédiaire de son ASListe sur la tenue générale de l'objectif réglementaire. Donc, pour moi, s'il y a les deux, ça ne me dérange pas tellement, ça me dérange plus. L'hypothèse de Thomas, je la trouve bien aussi, on l'a déjà vu, mais extrêmement rarement, de dire, tiens, ça c'est une décomposition d'un lot, et soit élément par élément, ou soit par bloc, l'objectif c'est 20 kg du mètre carré, débrouillez-vous. Nous, on sait qu'on est capable d'y arriver, mais proposer cette capacité de varianter le CCTP, pour autant qu'évidemment la maîtrise d'ouvrage le permette, mais proposer une variante du CCTP, si vous pensez qu'en termes de prescription, vous pouvez avoir mieux en tenant l'objectif global, le sous-objectif global qui pouvait être donné. Donc ça c'est des stratégies qui ne sont pas opposées juridiquement à la commande publique et qui nous permettent, je pense, d'avoir le bon niveau de dialogue entre la correspondance technique d'un côté et la correspondance du souhait de l'objectif carbone de l'autre côté. Le pire étant le fait de mettre une fiche avec un truc ou équivalent sans jamais avoir de calcul d'ACV, avec un truc qui généralement une fois sur deux ne marche pas. Donc le pire étant pour nous de ne pas expliciter ces éléments-là et de ne pas permettre de dialogue. Merci. Question de Julien au sujet des calculs sur les réseaux HVAC et notamment certains qui sont actualisés en cours de projet, c'est-à-dire des différences entre le moment de l'exécution, enfin des études d'exécution et des études de conception. Oui, ça c'est le jeu d'un projet, c'est qu'il y a des mises à jour à faire. Donc il faut anticiper ces mises à jour et nous on fait des mises à jour régulièrement en DCE, en phase marché, en exé et puis à la livraison parce que les produits installés changent. Je ne sais pas si Jérôme, tu as un complément là-dessus. Si, mais ça, c'est la seule ACV réglementaire qui compte, c'est celle de fin. C'est-à-dire qu'en fait, avant, réglementairement, il n'y en a pas, ou éventuellement une qui est invitée pour qu'après la date d'ouverture de chantier, si les services de l'État viennent contrôler l'opération et en font la demande, pour que la maîtrise d'ouvrage soit capable de prouver que son projet a bien été conçu pour que ça marche. Dit autrement, effectivement, si malheureusement, on voit des projets dans lesquels il n'y a pas d'ACV au début, ce qui veut dire que ça enlève le problème de l'actualisation, puisqu'il n'y a pas d'actualisation à faire, juste il faut faire le calcul. Par contre, vous avez complètement raison, j'insiste sur un point, c'est que les ACV finales, j'ai envie de dire presque pléonasme, puisqu'en tout cas, d'un point de vue réglementaire, il n'y en a qu'une qui existe, c'est la finale, mais en tout cas, dans tous les projets, celles-là, elles sont censées être quand même vérifiées et contrôlées dans le cadre hors maison individuelle, on va dire, par des bureaux de contrôle.
et que c'est bien cette conformité-là qui est un préalable à la déclaration d'achèvement de travaux. Donc, si ce n'est pas mis à jour et que ça passe au contrôle, mieux pour eux, mais bon, c'est pas bien. Mais si ce n'est pas mis à jour et que ça ne passe pas au contrôle et qu'il faut le refaire et que ça ne passe pas, là, tout le monde va avoir des gros problèmes. Très bien, Jérôme, je vous ai vu commencer à répondre, je crois, à la question sur la fin de chantier des acteurs peu sensibles à la RE 2020. Est-ce que vous souhaitez répondre oralement ? Rapidement, en fait, alors, donc oui, malheureusement, c'est très vrai parce que en fait, la dure loi des systèmes est que en fait, si ce n'est pas fait pour marcher, ça ne marche pas. D'un point de vue hyper pragmatique, je peux vous inviter à aller voir sur le site de l'AICVF. Donc, en fait, il faut juste s'inscrire, mais c'est gratuit et ça ne demande rien. Mais en fait, il y a une mallette pédagogique. Et dans la mallette pédagogique, il y a, je crois que c'est la 3e, il y a la DPGF type. Et en fait, donc les DPGF types sont faits pour les bureaux, enseignement, maison et logement collectif. C'est 4 fichiers Excel. Et en fait, dans cette mallette type-là, cette DPGF type est faite pour pouvoir inciter les gens qui font des chiffrages à utiliser cette sémantique, pas forcément utiliser les fichiers Excel en soi, mais utiliser cette sémantique pour justement permettre aux ACVistes de faire autre chose que de la divination et de pouvoir avoir une valorisation carbone qui soit facile. Donc, pragmatiquement, ça existe déjà. Après, le fait de l'obtenir, c'est notre sujet. Donc, nous, évidemment, c'est des choses qu'on a travaillé très, très largement en interne. Mais effectivement, dès qu'on est en macro ou qu'on est encore d'état séparé, je comprends parfaitement que pour les bureaux d'études et les ACVistes qui doivent récupérer ces choses-là, c'est compliqué. Ça nécessite vraiment d'avoir une forme de solidarité, y compris des donneurs d'ordre et de la maîtrise d'œuvre, pour pouvoir obtenir ça au moment de l'achat des sous-traitants et à faire que les chiffrages ne soient pas faits qu'avec des ensembles. On sait que c'est l'appelé, bien sûr. Donc, il y a des choses qui existent. Merci. Une question peut-être parmi les dernières. Merci de votre participation. Question de Sylvain. En termes de mise à jour de l'ACVDOE, vous parlez de modification des références, mais faut-il modifier les quantités aussi ou prendre celles du DCE ? Dans la réalité, nous n'aurons jamais les quantités au réel en fin de chantier. Sur les quantités, c'est un vaste débat de savoir comment on justifie d'une quantité. Aujourd'hui, la DHUP, donc l'administration, n'a pas forcément tranché. Nous, on estime que c'est pour une étude thermique, c'est le bureau d'études qui fait les quantités de mètres de mur, de mètres de pont thermique, etc. Donc pour une ACV carbone, c'est le bureau d'études qui est responsable des quantités qu'il renseigne. Donc, il peut faire ses métrés lui-même s'il estime que c'est juste. Il peut utiliser les quantités d'un devis s'il estime qu'elles sont bonnes, même si des fois, dans un devis, ça sert plus au coût qu'à mesurer des quantités. Donc, les quantités des devis, des fois, on a des grosses erreurs. Ou refaire les quantités à base des plans exés qu'on aurait en fin de chantier. Sur les factures entreprises, il y a un petit sujet quand même sur certaines factures, c'est qu'il y a des pertes. Il peut y avoir des pertes où ce n'est pas forcément les quantités que nous, on a dans la CV. Par exemple, parce que dans les fiches FDES, par exemple, sur un mètre carré de plaque de plâtre, il y a 5% de PEP, 55% de perte qui est déjà prise en compte dans la FDES. Donc, si les factures entreprises intègrent ces pertes, on peut avoir des doubles comptages comme ça avec ces factures. Et puis, il y a le sujet après de les récupérer qui n'est pas aussi simple. Merci. Une nouvelle question. Est-ce que vous êtes confronté au problème de certains économistes qui refusent de transmettre les métrés des projets avant la phase DCE ? Ça peut nous arriver, mais du coup, avec l'expérience, on apprend au maître d'ouvrage à lui dire, quand on lui fait le devis pour ce projet, on lui dit qui fait les métrés et à quel moment, comme ça il s'arrange avec l'économiste pour que ce soit prévu dans les devis. Parce qu'effectivement, si c'est prévu dans aucun devis de l'économiste ou du bureau d'études de faire les métrés, tout le monde va se renvoyer la balle et personne ne va les faire. Donc c'est plutôt un sujet d'anticipation, de bien se mettre d'accord
avant le projet sur qui fait les devis et qui fait les maîtrises à quel moment. Et après, pour compléter et rester dans la ligne du propos que j'ai pu donner avant, l'intérêt que vous pouvez avoir aussi, qui est un intérêt différenciant, et merci Boubacar pour cette question, c'est aussi que vous puissiez en proposer les maîtrises parce que vous les proposez pour l'analyse de cycle de vie. Ça ne veut pas dire que ces maîtrises sont exhaustifs, ça ne veut pas dire que ces maîtrises sont justes, mais ça veut dire que ces maîtrises sont segmentants pour faire les bons choix. Donc ça aussi, ça peut être une manière de mettre en avant votre bureau d'études sur la capacité que vous aurez à ne pas bloquer le système et au contraire à être proactif et à aller proposer des choses, y compris avec du détail de l'OCVC, parce que vous aurez bien compris l'intérêt des éléments de transfert. Mais déjà, l'économiste, des fois, entre la géotechnique et puis tout le reste, on peut se retrouver avec des ensembles à gogo au départ. Et encore une fois, la question, c'est pour faire quoi? La question, c'est pour éviter les effets de transfert, pour pouvoir faire les bons choix au départ. Et tant pis si ça passe par de la présélection de produits dès la phase esquisse, parce qu'en fait, on va utiliser les PEP de Francaire ou d'autres, parce que c'est ça qui permet de faire les bons choix sur le projet. Donc, tant pis pour l'économie s'il n'a pas envie de vous le donner, soyez proactifs là-dessus, trouvez des clés, et les clients sauront bien vous rappeler qu'effectivement, vous avez réussi à dépanner le projet et à le faire avancer. Merci beaucoup à vous trois experts de Francaire, de Pouget, de Vinci. Merci d'avoir partagé cette vision sur l'ensemble du projet. Jérôme, vous avez évoqué le collectif. Et bien voilà, si on rajoute à ce collectif naturellement la petite centaine de personnes qui a rejoint ce webinaire, alors on est gagnant. Merci donc pour votre participation. Vous le savez, nos équipes de prescription et de vente restent à votre disposition pour vous accompagner sur vos projets, sur vos problématiques. Je parle de nos équipes de prescription et de vente. Je n'oublie pas naturellement aussi nos intervenants Pouget et Vinci. N'hésitez pas à les solliciter. Je vous rappelle que vous allez recevoir très rapidement un lien pour le replay, si jamais vous aviez peut-être manqué un peu le début. N'hésitez pas à le partager. Vous aurez également la réponse à toutes les questions. On a répondu à toutes les questions, mais elles seront écrites. Vous pouvez suivre toujours notre activité sur la page LinkedIn de Francaire. Merci à tous et toutes, et nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt pour un autre webinaire dont on est en train de préparer la thématique, mais naturellement autour de ce qui nous anime d'un bâtiment décarboné, sobre et sain. Bonne journée à tous et toutes. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.